Bonjour, dans cette 30e capsule vidéo, je vais vous parler enfin directement de conception probabiliste. Donc, on a déjà abordé plusieurs fois le sujet, mais là, on va y aller plus en profondeur. Donc, on va essayer de voir un peu comment on en arrive en fait à comprendre, à avoir certaines intuitions par rapport à des idées en probabilité qui ne sont pas toujours les solutions attendues là, par rapport au savoir probabiliste. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique, en identifiant, cette fois-ci, dans ce cas-là, les conceptions et erreurs possibles pour l'élève et même pour nous, ainsi que les interventions appropriées. Donc, les conceptions probabilistes, on a déjà vu un petit peu dans certaines lectures, mais on pourrait résumer en disant que ce sont des constructions mentales qui sont élaborées à partir de l'interaction entre les connaissances intérieures, sous forme d'images mentales qui seraient déjà établies, qui seraient déjà présentes, donc l'interaction entre ce qui est déjà présent et une nouvelle expérience chez une personne. Puis là, ici, la conception pourrait se manifester. Ce que montrent de nombreuses études là, qui sont penchées sur les conceptions, c'est qu'elles persistent dans le temps, elles peuvent être vraiment ancrées, ces conceptions-là, puis elles reviennent comme de la mauvaise herbe. Donc j'aime bien cette image-là de dire que les conceptions, on pense des fois s'en être débarrassé, on pense qu'on aura bien expliqué et c'est terminé, l'élève, ça ne reviendra pas, et hop, dans une autre situation, ça revient comme de la mauvaise herbe. Donc, on va aller voir. On va aller en avoir 7 exemples de questions avec des conceptions différentes. Commençons avec la première. À chaque fois, j'ai mis les références aux travaux. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en fait dans les années 80-90, d'autres un peu plus récemment, mais quand même, il y a eu beaucoup de travaux, notamment en psychologie, en fait, là, dans les années 80-90, en lien avec les conceptions. Donc, Rose a 10 ans, dans sa boîte, il y a 40 billes blanches et 20 billes noires. César, lui, a 8 ans. Il y a dans sa boîte 30 billes blanches et 15 billes noires. Chacun d'eux tire une bille dans sa boîte sans regarder. Donc César affirme que Rose a plus de chances de piger une bille blanche parce qu'elle est plus vieille et par conséquent, elle est la plus habile des deux. Donc selon vous, est-ce que ça c'est vrai ou faux? Donc c'est faux. C'est lié en fait avec... c'est César en fait qui présente cette conception-là en pensant que une personne plus âgée va être plus habile, tout ça. Donc, c'est la conception liée à la chance et à la qualité du joueur. Donc, une telle personne, comme César, a tendance à assigner un rôle dans les événements aléatoires aux qualités personnelles des joueurs, par exemple son intelligence, son habileté, son âge, etc., qui fait qu'elle pense cette personne-là va gagner plus souvent, malgré que, objectivement, de tels effets n'existent pas. Donc, en gros, d'aller au casino, c'est pas en étant plus intelligent, ou plus âgé, ou moins âgé, ou plus habile, ou ça n'a pas d'impact sur est-ce qu'on va gagner ou non à la roulette au prochain tour. Question numéro 2. Donc, lorsque Amélie participe à une loterie comme 6,49 par exemple, elle choisit des nombres consécutifs comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Véronique, elle déclare que les probabilités d'obtenir 6 nombres consécutifs sont plus faibles que les probabilités d'obtenir une quelconque séquence aléatoire de 6 nombres. Donc, cette dernière affirme que la loterie est un jeu de hasard et qu'on ne peut obtenir des nombres consécutifs. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux ce que Véronique annonce? C'est faux. Donc, Véronique présente la conception de représentativité. Donc, tout comme elle, là, une telle personne a tendance à estimer les probabilités d'un événement selon l'aspect représentatif qu'il a par rapport à ce qui devrait se produire aléatoirement. Donc, on pourrait dire, bon, mais quand on regarde des combinaisons gagnantes du 649, ben, c'est toujours des combinaisons qui n'ont pas nécessairement un lien direct comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce ne seront pas nécessairement des nombres consécutifs. Donc, c'est comme de dire que cette combinaison-là, elle est moins représentative de ce qui se passe normalement, donc elle est moins probable que n'importe quelle autre. Pourtant, on a vu qu'il y avait environ 14 millions de possibilités de l'auto 49 et que chacune d'eux a la même probabilité d'être tirée, donc une sur près de 14 millions. Il y aurait une autre manifestation de cette conception-là aussi qu'on pourrait envisager, par exemple de penser à les résultats possibles de 5 lancers de pièces de monnaie, puis penser que, par exemple, pile, face serait plus probable que pile. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, ben oui, c'est plus probable parce qu'il y a autant de piles que de faces, puis il y a une certaine alternance, et tout ça, alors qu'ici, ben, c'est quand même bizarre, il y a juste des piles. Pourtant, ces deux séquences-là ont exactement la même probabilité d'être obtenues. Donc, c'est 1 sur 32, en fait, si on faisait le calcul. Il y aurait 32 possibilités
de pile ou face. Pourquoi? Parce qu'on a à chaque fois, pour chacun des 5 résultats, on aurait 2 possibilités. Donc, deux résultats possibles pour mon premier lancer, fois 2 au deuxième, 4 fois 2 au troisième, 8 fois 2 au quatrième, 16 fois 2 au cinquième lancé. Donc, on obtient 32 possibilités en tout. Et chacune de ces 32 possibilités-là, dont celle-là, ont chacune la même probabilité. Donc, de penser qu'une serait plus probable que l'autre, ça serait de faire manifester en fait la conception de représentativité. Question numéro 3. Donc, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, il y a 2 résultats possibles. On peut avoir soit pile, soit face. Alexandre a lancé une pièce 3 fois, puis à chaque coup, le côté face est sorti. Donc, Alexandre veut lancer la pièce encore une fois. Il croit que la pièce est rendue à donner pile. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? C'est faux. Donc, on avait déjà vu cette conception-là, donc j'espère que vous n'êtes pas fait prendre pour celle-là. Donc, Alexandre présente la conception liée aux effets trompeurs de récence. Cette conception-là, elle s'appuie sur la nécessité d'une équilibration ou d'une poursuite. Là. Donc, soit ça va s'équilibrer ou ça va se poursuivre dans la même tendance. Et l'équilibration, la poursuite va se faire entre les fréquences des différents résultats possibles à travers des essais. Pourtant, les événements sont indépendants. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur ce qui s'est passé précédemment pour inférer ce qui va se passer à l'avenir. Donc, une telle personne a tendance à croire que la fréquence des événements d'une expérience aléatoire a une influence à long terme sur la probabilité d'obtenir un résultat particulier. Dans le cas présent, on parlerait des effets positifs ou négatifs de récence. Donc, de dire que ça va continuer, c'était face, 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 de dire que ça va continuer encore à face, ça serait un effet positif, un effet de récence positif, et de dire que ça va s'équilibrer, on a eu face, 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 ça va revenir à pile, ça va s'équilibrer, ça serait un effet de récence négatif. Quatrième question. Donc, on lance 2 dés en même temps. Qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce que c'est d'obtenir un 5 et un 6 ou d'obtenir 2 6? Donc là, j'ajoute un choix. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus probable ou est-ce que c'est la même probabilité? Donc, si c'est d'obtenir un 5 et un 6 qui serait plus probable, et si vous avez répondu c'est la même probabilité, ça implique la conception qui est liée à la confusion des événements simples et composés. Donc, et ça aurait été possible en fait aussi de dire que ça aurait été la conception d'équiprobabilité. C'est une autre conception aussi qui a été documentée, c'est-à-dire de croire à tort que les événements sont toujours équiprobables. Donc, si on pensait, bon, la conception, en fait, si on revient à la conception liée à la confusion entre les événements simples et les événements composés, je vous rappelle que les événements simples, ce serait de lancer un seul dé, et là, un résultat possible serait d'avoir un 4, d'avoir un 5, d'avoir un 3, etc. Et les événements composés, en lançant 2 dés, ben, je pourrais avoir un résultat 2 et 4, je pourrais avoir le résultat 1 et 6, je pourrais avoir le résultat 3 et 2. Donc, ça serait des événements composés. Donc, la conception liée à la confusion entre les événements simples et composés est souvent présente quand l'ordre des résultats a une importance. Donc, elle fait croire à l'idée que les 2 combinaisons d'événements ont la même probabilité de se produire. Donc, si on regarde ici, en fait, quels sont les résultats possibles qui nous font gagner pour obtenir un 5 et un 6? Je pourrais avoir 5 sur mon premier dé et 6 sur mon deuxième dé, ou je pourrais avoir au contraire 6 sur mon premier dé et 5 sur mon deuxième dé. Donc, il y a 2 façons possibles d'obtenir un 5 et un 6, tandis que d'obtenir 2 6, ben, il y a une seule façon possible, donc d'avoir 6 sur mon premier et 6 sur mon deuxième. Si on les interchange, ça revient au même, c'est le même unique résultat en fait. Donc il y aurait 2 possibilités sur 36 qui me donnent où j'ai un 5 et un 6, ou une somme de 11, ça serait une autre façon de le voir, alors qu'il y a une seule possibilité d'avoir 2 6 ou une somme de 12. Et là, 2 types d'interprétations sont possibles. La personne qui dirait même probabilité, ben, pourrait dire soit les résultats 5 et 6 sont équiprobables, et donc toutes donc d'avoir 5 ou 6 sur un dé, c'est équiprobable. Donc toutes les combinaisons de 2 nombres possibles présentent la même probabilité. Hein, de dire que ce soit un 5 ou un 6, ça ne change aucune différence. Donc 5 et 6, où je remplace mon 5 par un 6, justement 6 et 6, c'est la même chose. Donc ça serait lié vraiment à cette confusion-là entre ce qui se passe pour un événement simple et les événements composés. Ou une autre interprétation serait de dire que les 2 événements sont liés à l'effet du hasard. Pardon, il manque un mot ici. Sont liés à l'effet du hasard. Les 2 événements sont l'effet du hasard et en conséquence, il n'y a aucune raison d'accorder une plus grande
probabilité à l'un de ces événements qu'à l'autre. Et ça, on pourrait dire que ça se rapproche davantage, comme je disais tout à l'heure, à la conception d'équiprobabilité. Donc, c'est de dire, ben, c'est du hasard, donc ça va être équiprobable. Donc, ça serait une autre conception aussi qui a été documentée. Poursuivons avec la question 5. Donc, Daniel rêve de devenir médecin. Il aime aider les gens. Quand il était au cégep, il était volontaire pour la Croix-Rouge. Il a fait des brillantes études, puis il a servi dans l'armée en tant qu'assistant médical. À la fin de son service militaire, Daniel s'est inscrit à l'université. Qu'est-ce qui vous semble le plus probable? Est-ce que Daniel est un étudiant à l'école de médecine ou Daniel est un étudiant? Donc, si c'était Daniel est un étudiant, pourquoi? Et si on choisit l'étudiant en école de médecine, mais ça implique la conception liée à l'erreur de conjonction. Je vous explique c'est quoi. Donc, avec cette conception, la probabilité de l'intersection de deux événements apparaît plus probable que la probabilité de voir survenir un seul événement. Pourtant, en probabilité, il n'est jamais plus probable d'obtenir simultanément deux événements distincts qu'obtenir un seul de ces deux événements. Si j'explique, si je reviens à l'explication en lien avec ce contexte-là, si j'avais ici mon événement A, qui est d'être un étudiant, et si j'ai l'événement B ici, qui est être dans le domaine de la médecine, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que si je suis seulement ici, dans la partie blanche à gauche, c'est que je suis un étudiant, mais pas dans le domaine de la médecine. Donc, un étudiant en enseignement, par exemple. Si je suis ici, c'est que je suis un étudiant dans le domaine de la médecine. Donc là, c'était la deuxième option. Et si je suis ici, ici, en fait, on avait vu être dans le domaine de la médecine. Donc ici, si on est à droite ici, ça veut dire je suis dans le domaine de la médecine, mais je ne suis pas un étudiant. Donc, je suis déjà médecin, par exemple. Je ne suis pas étudiant. Et là, bon, il y aurait tous les cas aussi à l'extérieur. On n'est ni étudiant, ni en médecine. Mais ici, là, dans le fond, de dire que c'est plus probable d'être un étudiant en médecine que d'être un étudiant, ça ne fait pas de sens, dans le fond. C'est de dire que l'intersection d'un des ensembles serait plus grande que l'ensemble lui-même. Donc, ça ne fait pas de sens. Donc, si ce serait l'erreur liée, la conception liée à l'erreur de conjonction. Donc, des fois, on appelle ça ici la conjonction ou l'intersection, qu'on retrouve aussi, mais bon, elle a été documentée sous le nom de l'erreur de conjonction. Donc, ça, c'est la conjonction de l'intersection, c'est le croisement de deux événements. Donc, ce serait l'étudiant en médecine ici. Donc, cette conjonction-là ou cette intersection-là ne peut pas être plus grande qu'un des deux ensembles duquel elle est issue. Donc, voilà. Donc, une autre façon de le voir, c'est qu'être un étudiant, ça englobe déjà être un étudiant en médecine, donc c'est sûr que c'est plus probable. Question numéro 6. Donc, dans une ville, il y a deux hôpitaux. Un petit hôpital dans lequel il y a en moyenne 15 naissances par jour, puis il y a un grand hôpital dans lequel il y a en moyenne 45 naissances par jour. On assume que les probabilités de donner naissance à un garçon sont d'environ 50%. Donc, dans le petit hôpital, on enregistre dans l'année les jours où le nombre total de garçons est plus grand que 9. Et ça représente 60% du total de naissances du petit hôpital. Dans le grand hôpital, on fait le même principe. On enregistre aussi pendant l'année les jours où il y a une naissance de plus de 27 garçons, soit, encore une fois, 60% du total de naissances. Donc, normalement, on s'entend qu'on devrait obtenir 50% des naissances de garçons. Et là, on va aller voir autant dans le petit hôpital que dans le grand hôpital, quand est-ce le nombre de jours où on a plus de 60% des naissances qui sont des garçons. Et là, des jours comme ça, là, où on aurait plus de 60% de garçons alors qu'on devrait en obtenir 50, est-ce que ça devrait se produire plus souvent dans le petit hôpital, dans le grand hôpital ou aucune différence, ça arrive aussi souvent dans le petit et dans le grand? Donc, si c'est dans le petit hôpital que ça devrait arriver, et si on dit que ça n'a aucune différence, bien, ça implique la conception liée à l'effet de taille de l'échantillon. Donc, la personne qui présente cette conception-là, liée à l'effet de la taille de l'échantillon, il accorde au nom de la proportionnalité, au fait que c'est proportionnel, une même probabilité à deux événements distincts sans tenir compte de l'effet de la taille de l'échantillon. Donc, il dit d'avoir 60% dans un petit hôpital où il y a moins de naissances, ça va être la même chose que d'avoir 60% de garçons dans un grand hôpital où il y a plus de naissances. Et pourquoi c'est faux? Bien, voyez-le un petit peu comme quand on a parlé de la loi des grands nombres, mais pour un petit échantillon, là, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses assez étranges, assez exceptionnelles.
Et c'est normal en raison de la variabilité. Puis on sait qu'à long terme, la loi des grands nombres, ce qu'elle nous dit, c'est qu'à long terme, on devrait se rapprocher, on peut être plus confiant qu'on devrait se rapprocher de la probabilité théorique. Donc là, ça veut dire que plus on a de naissances, plus, en théorie, on devrait se rapprocher du 50%. Mais pour un petit échantillon, on pourrait se retrouver avec 30% de naissance de garçons, mais on pourrait se retrouver aussi avec 70% de naissance de garçons. Donc, il pourrait y avoir plusieurs journées un petit peu étranges où on aurait beaucoup plus de garçons que de filles dans ces journées-là. Et ça va survenir plus souvent dans les petits hôpitaux qui ont plus de variabilité que dans les grands hôpitaux où il va y avoir une plus petite variabilité. Et de ne pas tenir compte finalement de la taille de l'échantillon, c'est ce que deux chercheurs ont nommé en fait en disant que c'était une application erronée de la loi des grands nombres. C'est comme si ils disent que la loi des grands nombres s'applique aussi aux petits nombres. Ils ont dit que ils ont nommé ça, en fond, c'est comme si c'était la loi des petits nombres. Alors que c'est pas. Nous, on sait que pour que la tendance devienne fiable, c'est pas avec des petits nombres qu'on peut s'y attendre, c'est avec des grands nombres. Donc, c'est comme s'il y avait un peu dénaturé. C'est ce qu'ils ont relevé les chercheurs. C'est comme si des gens qui ont cette conception-là dénaturaient un peu la loi des grands nombres en disant oui, ça s'applique aussi pour les petits nombres, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Septième et dernière question. Donc, David roule en voiture à Gatineau. Il est heurté par un autre véhicule. À partir de ce jour-là, il estime que la probabilité d'être impliqué dans un accident de la route est élevée dans cette ville. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Donc, David présente la conception liée à l'accessibilité. C'est comme ça qu'elle a été documentée. Donc, une telle personne comme David va avoir tendance à estimer les probabilités d'un événement sur la base de la facilité avec laquelle des exemples particuliers de l'événement peuvent lui venir à l'esprit par la facilité de rappel, de construction ou d'association. Donc, autrement dit, s'il a vécu personnellement un accident à Gatineau, il va penser que c'est commun puis ça va arriver plus souvent. Donc, c'est comme c'est plus accessible dans sa mémoire. Donc, c'est normal, ça va arriver plus souvent que dans d'autres villes où il n'y aurait pas eu d'accident. Une autre manifestation de cette conception-là, peut-être dans une autre situation pour vous aider à mieux comprendre, ce serait de penser que si on a un groupe de 10 personnes, puis qu'on dit, on veut former des comités de 2 personnes, par exemple un président et un vice-président, on se demande combien de comités on va avoir de 2 personnes, puis on pourrait dire aussi à la place, on fait des comités de 8 personnes. Et combien de comités de 8 personnes on peut faire à partir de 10 personnes? Si je vous demandais, de penser en fait à des comités de 2 personnes, vous pourriez dire, OK, ça peut être Amélie avec David, puis ça peut être Amélie avec Gilles, puis ça peut être... Et là, c'est comme plus facile de penser à des comités de 2 personnes, on peut en penser à plusieurs facilement, par rapport à des comités de 8 personnes, c'est plus dur, parce que ça demande c'est plus difficile mentalement, parce que ça demande de penser à choisir 8 personnes, lesquelles on a pris, lesquelles on n'a pas pris, tout ça. Pourtant, à chaque fois qu'on choisit un comité de 2 personnes, qu'est-ce qui se passe pour les 8 autres personnes? C'est comme si on ne les prenait pas. Mais dans le fond, de choisir 2 personnes, c'est la même chose que de choisir les 8 autres. Là. Ça revient exactement au même. Donc, choisir 2 personnes, c'est d'écarter en fait les 8 autres. Donc, à chaque fois qu'on fait un comité de 2 personnes, on fait aussi en même temps, indirectement, un comité de 8 personnes qu'on ne prend pas. Donc, dans ce sens-là, il y aurait exactement, pour un groupe de 10 personnes, il y a exactement le même nombre de comités de 2 personnes qu'on peut former que le nombre de comités de 8 personnes. Pourtant, vu qu'on arrive plus facilement à imaginer ou à se rappeler, dans le fond, de comités possibles de 2 personnes, on va penser qu'il y en a plus. Donc, ça serait lié à la conception d'accessibilité. Maintenant qu'on a parlé de 7 différentes conceptions, même 8 là, parce que j'ai ajouté l'équiprobabilité. Donc, maintenant qu'on en a parlé, comment on pourrait les confronter maintenant? On a parlé d'intervention au tout début, là. Donc oui, de comprendre les conceptions, mais comment on peut intervenir? Comment on peut les confronter, les faire évoluer? Donc la première étape, je pense, qui est importante, c'est d'abord les comprendre, donc un peu ce que j'ai essayé de faire avec vous précédemment, puis d'être capable de les déceler, en fait, de les reconnaître pour vous, chez vous, parce que ça se peut que vous ayez, dans les questions, on verra bien dans vos résultats, mais ça se peut très bien que vous soyez tombé dans le piège, puis c'est pas anormal, en fait. Donc, être capable de les déceler pour vous, ces conceptions-là, puis pour vos propres élèves. Et c'est les pistes pour essayer de débranler ces conceptions-là, ce que moi j'appelle les facteurs d'ébranlement, sont loin d'être simples, mais il y a quand même quelques pistes, mais c'est pas facile en fait, même si on connaît tous ces facteurs d'ébranlement-là. Moi, ce que je vous suggère,
Je pense que par des discussions, par le débat, comme on a vu dans le chapitre de livre avec Anne Savard, qui amenait des discussions entre les élèves, vous verrez aussi dans d'autres lectures aussi, le fait d'en parler avec les élèves, ils vont être confrontés puis débattre avec les points de vue des autres. Puis ça peut être ébranler leur conception puis les amener à développer en fait leur raisonnement. Le fait de travailler avec du matériel, des fois, ils vont mieux comprendre le côté concret. Le fait de travailler avec des outils technologiques, ça pourrait ébranler, dans le fond, leur conception, puis montrer que deux situations ne sont pas équiprobables comme ils pensaient, parce qu'ils ont pu simuler un grand nombre d'essais. Avoir une diversité d'expériences aléatoires, justement, en lien avec la conception d'équiprobabilité, si on a toujours des situations où c'est équiprobable, bien, c'est sûr qu'on va renforcer cette conception-là d'équiprobabilité. Donc, de diversifier avec des situations, des fois c'est équiprobable, des fois c'est pas équiprobable, comme la somme de 2D qu'on a vu si souvent. Avoir une diversité de représentations aussi, donc de représenter par un diagramme en arbre, avec un tableau à double entrée, donc de différentes façons. Ça peut aider aussi les élèves à bien voir tous les cas possibles. Articuler les approches, aussi, on a parlé souvent des approches, donc d'articuler, pas juste d'être dans le théorique, mais de réaliser des essais, d'établir aussi une prédiction en lien avec l'approche subjective, et là de faire des liens entre l'approche subjective, l'approche fréquentielle de réaliser des essais, et l'approche théorique où on fait des calculs. Je terminerai en disant que le plus important, c'est pas de connaître toutes les conceptions possibles, donc là j'en ai parlé de 8 avec vous, mais c'est plutôt d'être sensible aux conceptions de vos propres élèves, pour les amener à progresser dans leur processus de complexification conceptuelle, là, pour reprendre les mots de Savard. Puis, comme j'avais dit dès le début de la session, attention au vocabulaire employé, donc essayez d'éviter le mot chance. Hein. Quelle est la chance de, ou j'ai 3 chances sur 5. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui vont faire le glissement, penser que la chance, au lieu de dire probabilité, ben, en fait, ils vont y attribuer le facteur chance, le fait d'être chanceux. Donc, c'est mieux d'essayer de rester dans un registre mathématique puis de parler de probabilité. Donc, si on essaie de faire un petit bilan, une synthèse de ce que vous retenez de cette capsule, je vous invite à faire pause puis à noter ce que vous retenez. Je pense qu'on a pu faire ressortir le caractère contre-intuitif de plusieurs situations aléatoires. C'est possible que vous êtes fait prendre au piège, comme j'ai dit. Puis, ça a permis de reconnaître que notre intuition nous joue parfois des tours, là, comme je disais. Puis, on a pu ensuite suggérer quelques facteurs d'ébranlement des conceptions, même si c'est pas simple. Puis, j'ai remis tantôt l'image de mauvaise herbe parce que c'est ça. Je pense que même en travaillant et en ayant plusieurs facteurs d'ébranlement, on n'est pas à l'abri de ces conceptions-là qui reviennent comme la mauvaise herbe, mais c'est en travaillant avec les élèves qu'on peut essayer de les faire avancer autant que possible. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir d'en discuter avec vous.